On va commencer par ouvrir Maya. Alors moi je vous propose d'ouvrir Maya 2016. Pourquoi? Parce que le rig a été fait dans Maya 2016 et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème justement euh, plus tard, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je vous propose donc d'ouvrir Maya 2016. Alors dans votre dossier de travail, euh, donc ici vous êtes les B2C1. Donc vous voyez qu'il y a le projet 1 avec le potiron, avec tout ce qu'on a fait avec le potiron. Maintenant c'est le projet 2. Et donc dans le projet 2 je vous propose de faire un nouveau dossier Maya 2016. Je propose toujours de faire des dossiers qui correspondent au logiciel que vous utilisez et parfois même avec la version. Parce que comme ça, vous êtes sûr de savoir quel fichier a été fait avec quelle version. Si vous ne travaillez pas avec les mêmes chez vous, si vous avez des versions différentes de ZBrush à installer, etc. Au moins, comme ça, vous êtes sûr de la version avec laquelle vous travaillez. Vous n'avez pas de surprise. On va travailler dans ces deux logiciels-ci. Oui. Dans ces dossiers-là, le premier fichier qu'on va récupérer, donc c'est dans NetJV prof MailerFX 2016-2017 Chara-Design Art ressources et on va chercher le Charac-Proto underscore skin, c'est le même fichier que celui qu'on a utilisé pour exporter la tête de potiron, vu que c'est le même export finalement. D'accord. Et donc ce dossier, on va aller l'ouvrir dans Maya. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le fichier actuel? On a toujours nos quatre mèches et notre squelette. Pour le moment, si je bouge le squelette, on voit qu'il y a du skinning, etc. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends et je sélectionne un objet, on voit dans la channel box les inputs et on voit qu'il y a un skin cluster. D'accord? Donc ça veut dire que l'objet a un modificateur skin qui l'attache au squelette. Alors comment est-ce qu'on va nettoyer ça? Eh bien vous prenez vos mèches et regardez bien dans la channel box, je vais faire un delete history. Donc c'est edit, delete by type, delete history. Moi je me suis fait une icône ici, je vous ai montré comment faire ça au cours précédent. Comme on va utiliser ça souvent, je vous conseille d'avoir ça aussi dans vos icônes custom. Je répète que pour faire une icône custom, il suffit d'aller sur l'outil que l'on veut utiliser et faire CTRL et SHIFT et vous voyez que ça apparaît dans la shelf custom qui est là par défaut. Alors delete history, regardez, le skin cluster et tous les modificateurs ont disparu, ce qui fait que maintenant, si je prends le squelette, eh bien, il n'y a plus d'attachement. D'accord? Donc nous, c'est ce qu'on a besoin comme données, c'est le mesh sans les données d'attachement. Je peux donc même deleter le squelette. Et pour que ce soit encore plus facile, je vais sélectionner tous les objets. Et dans l'onglet ici Modeling, je vais aller dans Mesh Combine. Vous voyez qu'une fois qu'on fait un Combine, encore une fois, il rajoute un input ici. Donc on va refaire un delete history. Et maintenant, on a un objet bien propre. D'accord? Alors toujours... Alors on va vérifier dans Windows, Settings Préférences, Plugin Manager. On va vérifier que l'OBJ Export est bien coché. Donc il faut qu'il soit coché dans le Loaded et l'Autoload. Donc ici, comme d'autres étudiants sont déjà passés, il est fort possible que ce soit déjà coché. Chez vous par contre, en fonction de ce que vous avez déjà fait ou pas sur le potiron, peut-être que vous devrez encore venir faire ça ici. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre objet et vous faites File, Export Selection
vous browsez ici en bas l'OBJ export. Et dans un nouveau dossier que j'appelle OBJ dans ma structure de projet. Et donc là, dans le dossier OBJ, on exporte ça. Donc ça, c'est le Carac Proto Modèle. Et au niveau des paramètres, on n'a besoin que des smoothing et normal. On n'a besoin des groupes, ni des point groups, ni des matériaux. Bon, si vous mettez ça, c'est pas grave. Si vous mettez les matériaux, il vous crée un point MTL à côté de votre OBJ qui n'est pas utile, vous pouvez le supprimer. Mais disons que voilà les choses utiles dont on a vraiment besoin. Et vous faites l'export. Et ça, c'est la première étape. Donc une fois que c'est fait, dans ZBrush, alors je vais vous montrer la manière. Il y a plusieurs manières d'importer un OBJ dans ZBrush, d'accord? Ceux qui ont déjà utilisé ZBrush ont déjà leurs habitudes peut-être. Ici, je vais vous montrer la manière qui permet d'assurer le fait que à la fois ce soit les bonnes unités dans Maya, qu'on va retourner dans Maya après, et que ce soit aussi les bonnes unités dans ZBrush. Pourquoi? Parce que quand on utilise certaines fonctionnalités de ZBrush, si on ne travaille pas à l'échelle de ZBrush, eh bien soit on doit mettre des paramètres ridiculement bas, soit les outils ne fonctionnent pas, puisque on est dans des tailles qui sont hors du standard habituel de ZBrush. Et donc des plugins, des outils comme on va utiliser en Q2 comme le Surface Noise ne marchera pas, ou marchera que sur la moitié du personnage parce qu'il est trop grand, ou ça ne marchera pas au niveau des paramètres parce qu'il est trop petit et ça va être assez compliqué à gérer. Comment est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer une primitive cube. On dessine la primitive, on clique sur Edit. Là, ça veut dire on s'est assuré que qu'on travaille bien à la taille de ZBrush. Maintenant, comment on va faire pour importer, pour merger le mesh qu'on vient de créer, qu'on vient d'exporter dans Maya? Eh bien, dans ZPlugin, vous avez un SubToolMaster, et dans SubToolMaster, vous avez un multi-happen. C'est une manière d'importer un objet dans la scène. Et c'est celle-là qu'on va utiliser. Et donc, quand vous cliquez sur multi-happen, il vous demande de browser, et vous browsez jusqu'à l'OBJ. Évidemment, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que pour voir le résultat, il faut déplier donc la palette Subtool. Vous voyez maintenant que le personnage est bien dans vos Subtools. Et il suffit donc de sélectionner le Subtool personnage, de cacher la box. Et là, on voit que le personnage a bien été importé dans la scène. Si vous avez la box sélectionnée, vous pouvez aussi vous mettre ici en transparence. Vous décochez Ghost et vous voyez le personnage qui est bien ici au milieu de la box. Donc, qu'est-ce qu'on a appris maintenant? Eh bien, on a appris qu'une scène ZBrush, donc un outil ZBrush, peut être composé de plusieurs objets, que ces objets s'appellent des subtools, qu'il y a moyen d'importer des subtools de Maya via par exemple le multi-happen de SubToolMaster. Alors vous voyez que les subtools, il y a des petites icônes de visibilité à l'extrémité, et qu'il y a un subtool qui est toujours sélectionné. Et il est en surbrillance noire quand il est sélectionné. Donc là, c'est l'objet personnage, le subtool personnage qui est sélectionné. Là, c'est le subtool du cube. Si vous cachez les deux objets, n'apparaît à l'écran, dans le workspace, que celui qui est sélectionné. D'accord? Donc voilà pour la première partie. Donc maintenant qu'on a la scène ZBrush, on va faire des vérifications pour voir si tout est bon. Donc vous pouvez cliquer sur X et vérifier que la symétrie fonctionne bien sur votre personnage.
Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, vous pouvez dupliquer votre subtool en cliquant sur Duplicate. Puis vous pouvez cliquer sur Solo pour isoler la sélection. Et avec BMV, la broche Move, vous pouvez faire une petite modification sur votre personnage. D'accord, donc vous lui faites une petite modif. Et puis une fois que vous avez fait votre modif, vous avez toujours le subtool du personnage qui est actif, qui est sélectionné. Vous faites un export. Et dans vos OBJ, vous appelez ça test. Vous pourrez le supprimer par après. Donc l'export ici se trouve ici au-dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer que quand on revient ici dans Maya, on va réouvrir notre scène Carac Proto. Et on va faire un file import et on va chercher l'OBJ test qu'on vient d'exporter. Et donc là, le but, c'est de vérifier que l'OBJ test est toujours bien à la même place que les autres objets. Et c'est le cas. Pour supprimer un subtool, vous avez un gros bouton ici Delete. OK. Et là maintenant, on revient avec notre objet de base. Quand on clique sur Polyframe, vous pouvez décocher Solo. Quand on clique sur Polyframe, on voit que l'objet et que les faces ont la même couleur partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les éléments qui composent l'objet appartiennent au même polygroupe. Eh bien, ici nous allons aller dans le menu polygroupe. Alors, un truc qui est embêtant dans cette broche, c'est que, par exemple, vous voulez les subtools ouverts en même temps que les polygroupes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va aller dans Préférences, dans Interface Palette, et vous décochez le One Open Subpalette. Vous décochez ça, puis vous allez dans Config et vous faites un Store Config. C'est une petite manip qui est intéressante parce que ça permet d'avoir plusieurs menus qui sont ouverts simultanément. Et donc on peut avoir accès au subtool et à une série de modificateurs sans devoir chaque fois ouvrir les différents panneaux. Donc ici, on va avoir le panneau, le menu polygroupe, et on va cliquer sur Autogroupe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand avec ma souris, je passe au-dessus d'un outil de ZBrush? Eh bien, il vous met le nom complet de l'outil. Si vous faites CTRL en plus, eh bien, il vous explique à quoi sert l'outil. Et il vous montre où est le chemin de raccourci. Par exemple, ici, on a le bouton BPR. Avec CTRL, il m'explique ce que c'est, et il me dit où est le menu, où se trouve ce bouton. Donc ça c'est important, vous allez voir que plus tard vous allez pouvoir configurer complètement votre interface, eh bien vous pouvez savoir à tout moment où étaient placés les boutons dans les menus. Et ça vous donne, CTRL vous donne aussi des informations, donc si vous avez oublié une fonctionnalité, vous pouvez toujours faire un CTRL sur les boutons pour vous rappeler de la fonctionnalité. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire Autogroupe? Eh bien il va faire des groupes de faces en fonction de la continuité de la topologie. Donc ce personnage a été fait à partir d'éléments simples qui ont été simplement combinés dans Maya, et donc ZBrush repère tous ces éléments simples et propose donc de faire des groupes et des polygroupes en fonction de ces éléments simples. Alors
ici il y a un outil qui s'appelle Merge Similar Group. Et là, vous voyez qu'il repère en symétrie les différents groupes. Donc là, j'ai les deux avant-bras qui ont le même groupe, les deux bras qui ont le même groupe, les deux jambes, etc. Moi ici, j'en ai pas besoin, mais c'est une étudiante d'une autre classe qui a montré ça, ça peut être intéressant aussi. Bon, ici, j'en ai pas besoin puisque je vais peut-être supprimer complètement un bras. Alors, quel est l'intérêt d'avoir créé tous ces groupes? Et bien maintenant, avec CTRL et SHIFT, je vais pouvoir isoler un groupe en faisant un CTRL SHIFT clic sur le groupe. Si je fais un CTRL SHIFT drag à côté, j'intervertis ce qui est caché et ce qui est affiché. Et une fois que un des objets est caché, si je continue à faire des CTRL SHIFT clic, bien vous voyez que je peux continuer à cacher d'autres objets. Attention, même si le mode miroir est activé, vous voyez qu'il ne cache qu'un seul groupe à la fois. D'accord? Si vous voulez tout réafficher, vous faites un CTRL-SHIFT-clic à côté du modèle. D'accord? Donc, importante manipulation. Avec CTRL et SHIFT, on a accès aux brushes, aux Select Brush, qui sont des brushes de clipping, etc. On verra ça après. Et on peut isoler des parties. Si on fait un rectangle de sélection au lieu de faire un CTRL-SHIFT-clic, eh bien, on peut cacher ou isoler une partie du mesh. Si vous allez voir un peu ici ce qu'il y a comme autre outil, il y a le Select Lasso qui permet de faire la même chose, mais avec une forme de lasso. Attention, le lasso permet aussi, quand vous cliquez sur un edge, de cacher des loops. D'accord? Donc c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité en plus des outils de clipping, des outils d'affichage, etc. Donc habituez-vous à ces manipulations, regardez un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez qu'ici, quand vous cliquez sur un edge, ben, ça fait les loops. Les loops, ils se cachent de manière symétrique sur les objets. D'accord? Par contre, les objets, pas du tout. Quand vous changez d'outil, il faut retirer vos doigts de CTRL et SHIFT pour que le nouvel outil se mette en place. Donc maintenant qu'on a ça, on ouvre Photoshop. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le concept du personnage. Et là, on va prendre le line. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va analyser les éléments dont on va avoir besoin pour créer le personnage. Et donc, on va faire une sorte de coupure logique dans les différents objets. Dans ce cas-ci, par exemple, donc je vais mettre ici un dossier en multiply. Donc le dossier est en multiply, donc tout ce que je vais mettre dedans comme calque va être en multiply. Et là, je vais prendre ma fenêtre de swatch. Baisser un peu l'opacité ici du groupe multiply. Et là, grossièrement, je vais venir placer ce que j'imagine être des éléments qui vont pouvoir être modélisés séparément dans ZBrush. Par exemple, la tête du personnage, eh bien, ça va être un élément séparé. Pourquoi? Eh bien, parce que par-dessus, eh bien, je vais avoir une moustache
qui seront des objets séparés dans ZBrush, l'écharpe, etc., le corps nu ne va pas être modélisé en dessous des habits, ok? Sauf si vraiment on voit le torse de votre personnage, vous n'avez pas besoin d'avoir le corps qui est soudé à la tête. Comme élément, qu'est-ce que je vais encore avoir? Eh bien, je vais avoir l'écharpe. Donc l'écharpe, ce sera un élément séparé qui peut-être lui-même sera séparé en plusieurs morceaux, avec le morceau principal qui est autour du cou et le morceau qui est à l'arrière, qui pourrait être encore un objet différent. Mais disons que ici, je peux prévoir d'avoir un objet. Et ça va me permettre de découper mon mannequin en objets logiques. Qu'est-ce que je vais avoir comme objet ici? Eh bien, j'aurai le dessus, le dessus du torse, j'aurai chacun par exemple, chacun des gants. Et là, je vous demande de faire le même travail sur vos concepts, d'imaginer où est-ce que vous allez pouvoir couper pour vous faciliter le travail et quels éléments vont pouvoir être créés dans des subtools différents. Pour savoir où vous allez aller dans ZBrush. Alors, ce code couleur-ci, je le fais juste pour que vous compreniez. Maintenant, juste observer votre objet pourrait suffire, hein. Mais ici, c'est pour que vous compreniez. Donc si je coupe vraiment les grands objets principaux, peut-être que là, pour la première fois ici, vous pouvez faire le même travail sur votre concept pour pour voir un peu ce qui se passe. Donc ça, ce sont on va dire les modules principaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi, par exemple, donc ici j'aurai les doigts qui seront des objets séparés. Alors est-ce que j'aurai tous les doigts ensemble ou est-ce qu'il y aura à chaque fois un objet par doigt? Ça on verra plus tard. Et donc là je vais faire dans un autre dossier en multiply aussi. Et là je vais faire les sous-objets. Donc par exemple ici j'aurai les globes oculaires. Eh bien ce seront des objets séparés. Je sais que par exemple les parties ici qu'il y a sur les épaules, ça pourra être des objets séparés. Donc ici, toutes les parties
sont un peu rembourrés, ça pourrait être des objets séparés. Je pourrais d'ailleurs faire juste un seul rembourrage et puis venir l'appliquer à plusieurs endroits. Un seul objet que je copierai, que je viendrai copier à plusieurs endroits. Donc, essayer de trouver les différentes logiques de construction. Je sais que tout ce qui est sangle, ce seront des objets séparés aussi. Et peut-être que même les boucles de ceinture, etc., ce seront des objets séparés. Donc ça vous donne une idée de tout ce qu'il faudra créer comme différents objets à l'intérieur de ZBrush. Ok? Évidemment, ça, vous pouvez l'enregistrer en JPEG. Dans votre dossier de travail, vous pouvez avoir un nouveau dossier qui s'appelle Concept. Et vous venez coller ici votre JPEG et donc ça s'appelle pilote, le nom du projet, et là c'est le subtool, puisqu'on a là le breakdown des subtools. Ok. Alors, comme vous n'avez qu'un seul écran, eh bien vous pouvez ouvrir votre JPEG sur votre écran là où il y a ZBrush, et avec le see-through, eh bien vous voyez que vous pouvez travailler dans ZBrush et en même temps voir ce qui se passe derrière. Ça, on va l'utiliser comme outil, comme guide pour s'assurer que la tête est proche de votre concept et pour valider deux, trois choses pour travailler avec votre référence en fait. Maintenant, on va séparer l'objet de base en différents subtools. Et donc là, par exemple, j'ai envie de séparer la tête. Eh bien, je vais isoler les éléments de la tête. Et là, je vais isoler... Je vais laisser les yeux à part. D'accord? Et avec ce que j'ai isolé, maintenant, je peux aller dans Split Hidden. Et regardez ce qui se passe au niveau des subtools. Le Split Hidden permet de créer un nouveau subtool avec ce qui est caché. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, eh bien, je peux cacher les yeux et faire un split hidden pour les yeux. D'accord? Et là maintenant, j'ai bien, ici vous voyez dans les subtools, les yeux, le corps, la tête. Alors si vous voulez réorganiser vos subtools, une fois que vous avez fait vos séparations, eh bien vous voyez, il y a des flèches ici qui vous permettent de déplacer les objets au-dessus ou en dessous. Donc là je vais mettre la tête au-dessus, les yeux en dessous et le corps ici en dessous. D'accord? Là maintenant je vois que le dessus du corps jusqu'aux avant-bras, bien, je peux le faire en un seul objet. Donc je vais cacher ici le dessus du corps, faire un split hidden, et maintenant bien, j'ai le dessus du corps qui est là. Et ça correspond bien à la partie que j'ai délimitée ici. Alors si vous avez des personnages avec des bras nus, je vous conseille, écoutez bien, je vous conseille de mettre
des bracelets ou des choses qui vont couper le bras et la main. Parce que vous allez voir que avec la technique qu'on va utiliser, pour les doigts, il faut avoir un dynamèche assez haut. Et si vous avez les mains qui sont soudées avec un corps, qui est soudé avec la tête, etc., c'est de faire un dynamèche assez haut sur tout ça, et ça va être un petit peu plus dur à gérer. Donc les mains, gardez-les à part. On verra des techniques en Q2 pour pouvoir alléger le travail, etc. Mais ici en Q1, on va rester avec des outils simples. Donc je vous propose de garder les mains vraiment séparées. Donc ici par exemple, ce que je vais couper, eh bien je vais couper les doigts, enfin le gant et les doigts. Ok, split hidden. Au niveau des jambes, bah, je vois que je peux aller jusqu'au pied, donc je vais garder le pantalon. Et ici donc j'ai les chaussures. Alors le reste je n'en ai pas besoin, mais on va voir qu'on va pouvoir recréer la symétrie de toute façon. Je vais les laisser peut-être... non, je vais vous montrer cet outil-là. Donc ceci je delete. Ok. J'ai plus besoin du see-through pour le moment. Et donc maintenant j'ai bien mon objet. Voici, je vais laisser le see-through comme ça on verra la comparaison. Donc j'ai mon objet tête, j'ai les yeux, j'ai les chaussures, j'ai les jambes, j'ai les bras, le torse, ok. Et n'oubliez pas aussi de sauver votre fichier ZBrush. Oui. Alors, les manips pour corriger les éventuels problèmes. Si par exemple, vous avez oublié de mettre cet objet-ci, et donc par exemple qui se trouve sur un autre subtool, donc là je vais simplifier un petit peu. Oui, ici, dans les... maintenant que vous avez plusieurs subtools, vous voyez que vous pouvez, si vous double-cliquez, si vous cliquez sur un œil qui est déjà actif, vous pouvez cacher tout le reste ou afficher tout le reste. D'accord? Donc ici, je vais cacher tout le reste et n'afficher que les deux objets sur lesquels je veux travailler. Et donc, si vous voulez rassembler ensemble deux subtools, bah, vous cliquez sur celui du dessus. Alors, s'il n'est pas au-dessus, s'il ne se trouve pas au-dessus l'un de l'autre, eh bien, vous les déplacez pour qu'ils soient placés l'un au-dessus de l'autre. Vous prenez celui du dessus et vous faites un merge down. Et là, vous pouvez récupérer. D'accord? Si vous voulez qu'il y ait des parties de mesh, par exemple, qui soient en même temps dans un subtool et dans l'autre, eh bien, vous dupliquez la partie en question. Vous supprimez, par exemple, la partie dont vous n'avez pas besoin. Alors, pour supprimer quelque chose qui est caché, vous allez dans Géométrie, Modify Topology, et vous faites un Delete Hidden. Et donc maintenant, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec le manchon, la main, et la main, je vais la rajouter au doigt. Donc je fais un merge down. Et donc là maintenant, j'ai la main complète et le manchon complet avec un overlap, on va dire, de la partie du gant. Si jamais, comme moi ici, vous avez supprimé
partie et que vous voulez récupérer en miroir ce qui a été supprimé, vous allez utiliser un outil qui s'appelle Mirror, et donc c'est dans Z-Plugin, Subtool Master, et vous avez ici Mirror. Et là, il vous demande si vous devez faire un seul objet avec la partie mirrorée, ou faire un deuxième objet. Et là, on va faire un seul objet sur l'axe X. Et là, donc, il fait le mirror. Il n'a pas fait. Pour faire ça en miroir, vous avez Z-Plugin, Subtool Master, Mirror sur l'axe X. Voilà. Ok. Et il crée donc un seul subtool avec l'objet mirroré. Donc là, je peux récupérer le pied que j'avais supprimé et les doigts que j'avais supprimés. Je peux faire ça maintenant, je peux faire ça plus tard, donc je vais faire ça maintenant. Ok, effectivement, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi il y a ce problème? C'est parce que tous les noms, tous les subtools ont le même nom. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui n'aime pas du tout au niveau du miroir. Donc ce que je vais faire ici, bon déjà le gros cube, on peut le supprimer. Et ici j'ai un outil qui s'appelle Rename et qui va me permettre de renommer les subtools. Alors, les flèches haut et bas permettent de voyager dans vos subtools. Ouais, donc il a mergé les globes avec les doigts. Ok, donc vous renommez vos subtools. Donc ici, il faut cleaner un petit peu ce machin-ci. Donc j'isole la partie que je veux garder. Delete, hidden pour supprimer ce qui est caché. Et puis je refais un mirror. Et là, il n'y a plus de problème. Ok. Et donc là, je vais faire un mirror pour les chaussures aussi. Et donc là, on a, comme je vous disais, nos objets. On a une première passe, un premier découpage. On a tout ça qui est bien propre. On peut faire un merge similar group pour récupérer la symétrie au niveau des polygroupes aussi. Bon là au niveau des pieds il n'a pas voulu le faire. Bon c'est qu'ils sont pas similaires. Hein. Ok, d'accord, ça va pour tout le monde pour cette partie-là. Alors une autre note, toujours pour vous aider dans la fabrication de ce machin-ci. Si par exemple, vous dites, oui mais moi mes gants, ils doivent s'arrêter beaucoup plus haut, donc vous pouvez prendre le select lasso et dire par exemple, moi les gants, ils doivent s'arrêter ici. Avec Alt, je peux cacher directement. D'accord? Donc les gants s'arrêtent ici. Et l'autre partie du mesh va faire partie du bras. Eh bien, vous pouvez faire un split hidden sur une partie de l'objet. Vous n'êtes pas obligé de faire un split hidden sur tout l'objet. Et donc maintenant,
eh bien j'ai un objet avec le manchon du bras, un objet avec le corps, et vous pouvez donc merger les deux. Donc là je place le torso au-dessus, et je fais un merge down, et maintenant j'ai bien mon objet torse ici, dans lequel il y a un trou. Et j'ai mon objet gant, dans lequel il y a un trou. Alors comment est-ce qu'on va boucher les trous? Bien, il y a deux possibilités. Par exemple, vous allez toujours dans Modify Topology et vous avez un truc qui s'appelle Close All. Et donc ça permet de boucher les trous. D'accord? La deuxième possibilité, donc ceci ce sera un seul objet, pour le moment ce sont tous des objets interpénétrés. Eh bien je vais faire une subdivision de 1, 2 pour smoother un petit peu tout ça. Et je vais passer en Dynamesh. Résolution, ben, je vais essayer 60. C'est trop bas. Voilà. La résolution 200 pour une première passe, c'est bon. Et vous voyez que ça a bouché les trous aussi. Hein. D'accord? Donc un Dynamesh bouche aussi les trous de votre maillage. Maintenant, eh bien, il n'y a plus d'objets combinés. On a bien une seule surface qui est tendue. Et donc là, on travaille en symétrie pour commencer à sculpter. Et c'est là qu'on va créer le base mesh adéquat. Donc ici, ce que je vais faire, c'est placer le... Bonjour, au revoir. On va placer ici le concept un petit peu sur le côté. Ok. Tout ça, je vais mettre autre part. Évidemment, il y a plein d'icônes, etc. que je préférerais ne pas voir non plus, mais bon. Et là, maintenant, on va donner la forme globale sans modifier les proportions. Donc, sans modifier l'emplacement de l'épaule, etc. Eh bien, on peut commencer à sculpter. Donc là, je vais prendre par exemple le clé tube et je vais augmenter la silhouette ici au niveau du ventre. Et ce qu'on va faire, c'est préparer chaque élément au niveau des formes globales avec des objets en Dynamesh. Alors, la ceinture remonte assez haut, donc les plis de grande intensité sont à peu près ici. C'est ça qui va influencer la silhouette. Et alors, ici je vais prendre la brush Inflate en négatif pour diminuer sa musculature et sa carrure et ses muscles, etc. pour avoir un base mesh qui est proche de l'objet final au niveau de ses formes. Alors c'est un base mesh, hein, donc c'est un objet simple. Je peux recalculer un Dynamesh une fois que j'ai assez travaillé dessus. Alors je laisse chaque fois un petit peu de géométrie qui va être utilisée, par exemple,
Donc ici, vous voyez que je laisse passer la géométrie pour les intersections entre les différents objets, pour ne pas avoir d'espace, etc., pour que le tissu rentre bien en dessous de la ceinture, derrière la ceinture. Eh bien, je vais remplir cette région-ci. Donc la surface va être bien tendue, puisque c'est la structure de base de votre objet. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de surface qui soit toute bosselée, que toutes les courbes soient bien tendues, histoire de ne pas avoir donc de perte de consistance de structure une fois que vous allez rajouter tous les détails et sculpter tous les détails par-dessus. Ok. Et donc pour le pantalon, eh bien on peut faire pareil. Avec Alt, vous pouvez cliquer sur un subtool pour le sélectionner. Vous n'êtes pas obligé de toujours retourner dans les menus qui sont là-bas au-dessus. J'ai subdivisé quelques fois. Je sais que je dois aller plus ou moins à 200 pour avoir une résolution acceptable. Toujours cliquer sur non quand il vous demande si vous voulez retourner au niveau de la basse résolution. Vous voyez maintenant que tous les objets sont mergés les uns dans les autres encore une fois. Bien activer la symétrie, vous avez vu. Et là, on va faire la forme globale du pantalon. Et là, vous allez combiner tous les outils qu'on a vus et tous les outils que vous allez utiliser pour le potiron. Par exemple, ici, l'outil sélection, smoother la sélection avec des contrôles-clics à l'intérieur. Et pour ce cas-ci, je vais prendre la brush inflate et je vais faire grossir un petit peu cette partie-là. Encore une fois, il faut que ça corresponde au modèle. La brush move. Faire remonter un peu le pantalon. Je recalcule un dynamèche au fur et à mesure, toujours pour ok, donc la deuxième étape, une fois qu'on a coupé en morceaux, c'est d'adapter les morceaux qu'on a aux formes du personnage. Donc n'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer avec l'intensité de la brush ici, pour que l'effet soit un petit peu moins marqué. Et donc pour faire l'effet inverse d'un inflate, comme vous travaillez sur les formes de base et que vous n'avez pas beaucoup de résolution, vous pouvez faire un smooth, et le smooth va diminuer et dégonfler la surface. Si vous avez trop de définition, le smooth, il va plus travailler sur la forme de la surface, il va travailler justement sur l'extérieur de la surface, sur le détail, et smoother le détail sans smoother la forme. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention de ne pas ramener trop vite de la résolution pour pouvoir vraiment bien utiliser les outils
euh, là où ils sont le plus efficaces. Et pour ne pas trop vite ramener trop de détails et vous rendre compte que pour travailler la silhouette, ben, c'est compliqué en fait. Euh, le smooth, si vous trouvez qu'il est trop fort, vous maintenez Shift enfoncé. Vous voyez que vous avez une Z intensité pour le smooth aussi, que vous pouvez baisser un petit peu. Donc là maintenant vous avez une brush de smooth qui smooth un petit peu moins violemment et donc vous pouvez faire des choses un petit peu plus précises aussi. Ok, donc principe vraiment des formes tendues. Ici ça doit remonter un petit peu plus haut, puisque le genou est protégé. Et donc je prévois les surfaces pour que l'extraction des autres éléments soit facile. Et donc recalculer un dynamèche de temps en temps pour être sûr que vos formes soient bien tendues, etc. Oui. Donc vous pouvez voir que quand on apprend, on risque parfois de faire certaines erreurs. Pour sauver la mode, le meilleur moyen, c'est le Save As ici dans le Z-Tool. Il sauve tous les subtools qu'il y a dans le Z-Tool. D'accord? Donc un Save As de votre en ZTL permet de sauver tous les Z-Tools. Ok? Donc tendez bien vos surfaces. Soyez sûr que vos base mesh sont super clean avant d'aller plus loin. Ça sert à rien de commencer à rajouter du détail sur une surface qui est déjà elle-même cabossée et sur laquelle il y a des problèmes de structure. Et encore une fois, ce sont des formes générales qui vont marquer donc la silhouette de votre personnage. Donc s'il n'y a pas encore tous les détails de plis qui font ressortir les trucs, c'est pas grave. Il faut que la silhouette générale soit correcte.
Donc je répète, il y a ici un mode solo qui permet d'isoler le subtool qui est sélectionné pour le moment. Et donc ça vous permet d'accéder à des parties qui sont parfois un peu cachées. Et donc vous allez le plus loin possible. Et là, je vais vous montrer d'autres outils qui permettent de nettoyer tout ça. Voilà, j'ai envie de raplatir correctement le bas du pantalon et le dessus du pantalon. Donc là, je vais mettre en mode solo. Et là, je vais encore une fois avec CTRL-SHIFT aller chercher un outil qui s'appelle le Clip Curve. Je vais me mettre ici en polyframe et cliquer sur Autogroupe pour récupérer un groupe unique, pour vous montrer un petit peu les différents moyens de travailler quand on veut cleaner les bordures. Alors, le premier, donc je me mets de profil, j'enlève la perspective, et avec CTRL et SHIFT, Clip Curve permet donc de créer une droite, une courbe, qui va me permettre de venir couper dans le modèle. Alors c'est important de voir la partie qui est shadée, puisque c'est celle-là qui va être coupée. D'accord? Si vous voulez faire des courbes, eh bien CTRL-SHIFT, vous lâchez Shift et vous n'avez que CTRL. Avec Alt, en fait, vous pouvez faire des points de contrôle de type courbe. Pour déplacer la ligne, c'est avec Shift. Et donc là, vous pouvez avoir des courbes qui viennent couper dans votre modèle. Alors, est-ce que le modèle est réellement coupé? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la géométrie qui est raplatie sur la courbe. Donc ici, par exemple, ah oui, si vous dessinez la courbe dans un sens, donc si je vais de gauche à droite, vous voyez que le dégradé est vers le haut. Si je vais de droite à gauche, le dégradé est vers le bas. Si vous lâchez Shift pour ne pas vous snapper aux différents angles, vous pouvez aussi retourner la courbe et avec espace déplacer la courbe. Alors que fait réellement cette courbe? Eh bien en fait, elle écrase le modèle sur la courbe. C'est-à-dire que cet outil a des limites. D'accord? Ça veut dire que pour faire quelque chose comme ici où le modèle coupé ne dépasse pas du modèle restant, eh bien il n'y a pas de problème. On peut écraser la géométrie sur cette courbe-là, il n'y aura pas de problème. Par contre, si à un moment donné vous allez dépasser, si le volume du modèle coupé dépasse le volume du modèle restant, vous allez avoir ce phénomène de petites peaux qui vient se placer, ou alors carrément des trucs ok, où tout vient s'écraser. Donc ça c'est un clip curve, ça permet rapidement d'écraser le modèle et d'avoir quelque chose de relativement propre pour continuer à sculpter. Maintenant, dans certaines situations, vous voulez par exemple couper complètement le modèle. J'essaie de trouver un endroit où je pourrais faire ça. Bon, je vais vous montrer de manière purement théorique, vu que j'ai pas ce cas de figure là. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité au niveau des coupures? Eh bien, vous pouvez aussi utiliser le trim. Trim curve. Le trim curve, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe dans le modèle. Ouais, ça n'a pas marché. Bah oui, si ça marche pas.
trim, normalement, c'est censé supprimer aussi la partie coupée. Mais vous voyez que parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre un slice curve. Et le slice curve, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va couper dans le modèle en déterminant. Donc, vous voyez qu'il a rajouté l'edge. Et il a paramétré deux groupes. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire la même manipulation que au début. Eh bien, on peut cacher la partie que l'on veut supprimer et on fait un delete hidden dans Modify Topology, delete hidden, close all. Et là, on a quelque chose qui est vraiment bien net au niveau de la coupure. Ok. Donc là, la tête, vous pouvez laisser ça pour plus tard, vu que ça, ce sera... on va commencer par tout le... s'entraîner sur le corps, s'entraîner à bien sculpter sur le corps, et une fois que vous aurez sculpté un petit peu mieux et contrôlé un petit peu mieux ce que vous faites, on fera la tête en dernier lieu. Euh, Alors, quelques autres outils pour la création des base mesh. Par exemple, j'aimerais bien créer directement les espèces d'épaulettes qu'il a sur les épaules, justement. Alors, faites attention, parce que à ce stade-ci, au niveau du nouvel outil qu'on va voir, qui s'appelle Extract, attention, dans le fond, s'il vous plaît, écoutez, sinon vous n'allez pas suivre et ça va poser des problèmes. Donc, important, autogroupe, pour remettre toutes les faces dans le même groupe. Pourquoi? Parce que regardez bien, on va faire un truc qui s'appelle un extract. Donc je vais prendre la zone avec un masque cette fois-ci. Je vais masquer la zone que je veux extraire. Ok. Et une fois que la zone est dessinée ici, vous allez voir ici dans Subtool, vous avez une option d'extraction. Ça veut dire qu'à partir de masques que vous avez fait sur un mesh, vous pouvez en extraire un autre mesh. Là, il vous montre ce qu'il sait faire à partir de ce que vous avez fait comme masque, mais c'est juste une preview. C'est-à-dire que si vous tournez autour de l'objet, voilà, il cache ce qu'il vous a montré. Vous pouvez continuer à faire changer les paramètres, d'accord? Et quand vous êtes content, eh bien vous cliquez sur Accept et regardez ce qu'il fait. Il crée un nouveau subtool avec le nouvel objet créé. Alors pourquoi est-ce que je vous disais que les polygroupes sont importants? Parce que regardez, ici il y a un polygroupe pour l'intérieur, un polygroupe
pour l'extérieur et un polygroup pour ce qu'il a créé entre les deux. Alors, je vais vous montrer un autre outil qui permet de cleaner ça, parce que vous voyez que comme on avait un maillage qui était fort low poly quand on a fait notre masque, eh ben on a un contour ici qui est assez pourri. Donc on va tendre les courbes entre les polygroups, et pour ça on va dans déformation. Il y a un outil qui s'appelle Polish by Group, on va pas le laisser en local, donc le petit point rempli, on clique dessus pour avoir le petit point creux. Et quand vous faites un Polish by Group, regardez ce que ça fait. Eh bien, ça tend les courbes entre les groupes. Et ça permet de cleaner par là les base mesh. Alors vous voyez que comme il n'y a qu'un seul polygroup pour l'épaisseur, eh bien, il a fait quelque chose d'assez arrondi à ces endroits-là. Moi, je veux garder le côté anguleux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler les parties là où je souhaite avoir des angles, et je fais un groupe visible dans polygroup, ce qui fait que maintenant, vous voyez, cette partie-là a son propre polygroup, et quand je vais faire le polish by group, bien vous voyez qu'il garde bien les angles, alors que de l'autre côté, comme je l'ai pas fait, il a smoothé tout le truc. Donc ça veut dire que grâce à cette option, eh bien, on peut faire des formes qui sont bien tendues, bien propres. Alors là maintenant, le fait d'avoir tendu la courbe, ça a rentré ça un peu dans l'épaule. Donc maintenant, je vais prendre ma brush Move et continuer de travailler sur cette forme-là. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Eh bien, on voit que maintenant, je suis embêté parce que j'ai pas travaillé en symétrie, d'accord? Et mon objet maintenant est devenu asymétrique. Comment est-ce qu'on va faire pour récupérer ce qu'on a fait à droite sur l'objet de gauche? Eh bien, il y a un outil, toujours dans Modify Topology, hein, c'est un endroit où on va souvent pour le moment, qui s'appelle Mirror and Weld. Et regardez ce qu'il fait, le Mirror and Weld. Il prend ce qu'il y a en vue de face à gauche et il le colle à droite. Bon, nous ça ne nous arrange pas vu que c'est la partie de droite qu'on a envie de récupérer. Donc avant de faire le Mirror and Weld, on va faire un mirror pour faire passer la bonne partie du côté gauche. Et donc là c'est dans déformation mirror en X. Et après je peux faire un Mirror and Weld et maintenant je suis à nouveau en symétrie avec mon base mesh et je peux continuer à travailler. D'accord, donc je peux le subdiviser. Ah oui, autre chose. Là, c'est une notion qu'on n'a pas encore vue non plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ZBrush a doublé les edges qui sont entre les polygroups. Ça, c'est quand on fait un extract. D'accord? Ce qui fait que si je subdivise, eh bien, il garde les edges qui ont été doublés, ça veut dire qu'ils ont été crisés, c'est un autre outil de... Donc là, on voit que l'edge n'a pas été crisé, c'est l'edge que j'ai fait moi-même. Par contre, l'edge qui a été fait par le polygroup, on voit qu'il a été crisé, donc il ne se smooth pas quand on le subdivise. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Crease, on va faire un Uncrease All, et vous voyez que maintenant les edges ne sont plus doublés, ce qui fait que quand je subdivise, eh bien l'edge n'est plus doublé. Maintenant, on a perdu de la tension, donc parfois ce que vous pouvez faire aussi, c'est conserver l'edge crisé et faire une ou deux subdivisions et puis faire un uncrease all et continuer à subdiviser le reste pour avoir des bevels qui sont un peu plus propres.
Évidemment, ça, on le fera quand on aura figé notre forme complètement. Mais n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment revenir sur du Dynamesh. Mais maintenant que cette forme-là est un peu plus précise, je vais augmenter la taille du Dynamesh pour ne pas perdre trop de précision. Donc là, je vais augmenter jusqu'à 400 par exemple. Ok. Et donc là, la forme est un petit peu plus précise et je peux continuer à la faire évoluer. Une autre chose pour les extracts, si dans votre concept, vous avez un extract à faire, par exemple, d'une veste de type, voilà, veste de cow-boy ou que sais-je. Bah, d'ailleurs, ce sera même un t-shirt complet. Si vous avez ce genre de forme à faire, bien, avant de faire votre masque, vous pouvez déjà subdiviser une fois votre objet, histoire que votre masque soit un petit peu plus précis. Donc ça, c'est une astuce pour avoir des masques un petit peu plus précis. Vous subdivisez votre mèche, puisque la géométrie extraite dépend directement de la géométrie sur laquelle le masque a été fait, pardon. Ok. Et une fois que vous faites votre extract, vous avez quelque chose déjà d'un petit peu plus précis. Là, je vais baisser l'épaisseur. Ok, je valide ceci. Donc, j'obtiens cette pièce-ci. Alors, même chose, hein, quand vous avez fini ça, vous allez faire un petit coup de polish by group, histoire de tendre un petit peu les courbes. D'accord? Maintenant, vous allez voir il est très difficile de travailler sur quelque chose qui a une petite épaisseur. Pourquoi? Parce que si vous commencez à prendre la broche, par exemple, Clay Tube, pour commencer à sculpter certains plis, etc., ben, vous allez vous apercevoir que vous prenez l'intérieur et l'extérieur en même temps. Et que pour pallier à ça, si vous voulez vraiment garder quelque chose de relativement fin, il faut aller chaque fois dans tous les pinceaux, aller dans Automasking et cocher le Back Face Mask, qui vous permet de ne travailler que sur un côté de l'épaisseur. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de cacher l'intérieur de, de votre objet et de faire un Modify Topology Delete Hidden Close All. Et là, ça vous permet maintenant d'avoir un objet qui est plein. Et donc, même dans le cas où le Backface Mask n'est plus actif, eh bien, vous pouvez peindre sans avoir de problème, vu que maintenant vous êtes dans un mode en épaisseur. D'accord? Donc, c'est une petite astuce, mais qui est assez importante pour faire le genre d'objet de type t-shirt, pantalon, etc. Donc c'est par exemple l'extrusion de col ou de jupette, etc. Donc par exemple ici on va imaginer que le personnage ici va avoir un col. Vous pouvez le faire en pièces séparées. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un extract. Je vais accepter. Et ici, donc maintenant, j'ai le résultat. D'accord? Je vais isoler
le bout pour pouvoir faire des coins carrés. Donc ceci ici, je vais dans Polygroup, Group Visible. Maintenant, si je fais le Polish by Group là-dessus, j'ai quelque chose qui ressemble à un col. Alors regardez bien, ici je peux isoler par exemple la face du dessus, masquer la face du dessus, cacher le reste, intervertir le groupe, et là on va utiliser les outils de transpose. Alors je dis transpose, ça permet de faire des modifications globales sur un objet ou une partie de l'objet. D'accord? Donc là, ça me permet d'élever le col et de pouvoir continuer à travailler sur un objet séparé qui a la bonne taille directement par rapport à la bonne épaisseur, pardon, par rapport au col. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc ici j'ai un cube. Je vais faire un append d'un cylindre. Alors comment est-ce que je vais bouger le cylindre par exemple? Eh bien avec le move, je me snap dans la vue de face, je dessine avec Shift le modificateur, et maintenant, eh bien, avec l'onglet du milieu, je peux bouger l'objet par rapport à l'autre objet. D'accord? Donc ici, chaque fois, je suis snappé dans une vue pour faire des transitions qui sont alignées sur les axes. Je peux évidemment me mettre dans n'importe quelle vue. Chaque fois, avec le bouton du milieu ici dans le Move, je bouge dans la vue. Ok? Donc ça, c'est la première fonction du Move. On dessine le trépied, ici avec Shift pour me snapper dans l'axe. Je peux me snapper sur les axes, mais évidemment il faut que ma vue soit snappée sur les axes pour que je sois ici correctement snappé. Vous voyez que là maintenant je suis sur l'axe rouge. Pour plus de facilité, je peux aussi cliquer directement sur les axes ici du trépied pour m'aligner dans les différents axes. Alors, dans le Move, eh bien, avec le bouton du milieu, je peux bouger sur l'axe avec Shift ou dans la vue avec rien du tout. Alors quand j'ai le bouton du milieu, c'est la bague intérieure du bouton du milieu. Si vous prenez la bague extérieure, ça permet de déplacer votre trépied, votre manipulateur. Pourquoi? Parce que l'autre fonction du move, et c'est à partir de la bague extérieure, eh bien ça va permettre de faire un scale sur un axe. Ok, donc vous pouvez modifier en scale sur un axe un objet. Avec Shift, ça va se loquer sur l'axe. Si vous prenez le manipulateur de base, bien là ça va faire un clipping sur l'objet. Franchement, j'utilise jamais. C'est la même chose qu'un clip curve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, ça fait de la petite géométrie qui se aplatit sur elle-même. Donc ça c'est... Alors le principe c'est vraiment dessiner son trépied, positionner son manipulateur là où on le choisit. Alors quand vous dessinez votre manipulateur, si vous commencez sur un objet et que vous terminez sur un objet, eh bien il se snap, peu importe la vue, sur les deux objets. Si vous commencez sur un objet et que vous terminez à l'extérieur d'un objet, eh bien il va se snapper sur la vue. Donc ça veut dire que si je bouge l'angle de ma vue, eh bien ça va modifier l'angle du manipulateur. Si vous dessinez avec Shift enfoncé, ça suit les axes
de votre vue. Donc, toujours bien se snapper dans les vues pour bien dessiner les manipulateurs. Donc le move on a vu, le scale qu'est-ce que ça fait? Eh bien à partir de l'extrémité on fait un scale uniforme sur tous les axes et à partir du manipulateur du milieu on fait un scale sur deux axes. D'accord? Donc là on avance juste sur Z et X et pas sur Y. Là c'est sur les trois axes et move c'est sur un seul axe, l'axe Y. D'accord? Donc ça c'est le scale. Mais le rotate c'est pareil, ça permet de faire des rotations. Avec Shift vous pouvez snapper à des angles et ça permet de faire des rotations chaque fois à partir du point de pivot. Alors on peut faire ça donc à partir du point de pivot dans l'axe de la vue et on peut aussi faire ça à partir du point de pivot autour de l'axe qu'on a créé. Ça c'est le manipulateur du milieu. Et donc, avec ce genre de manipulateur, vous pouvez faire toutes les manipulations 3D que vous voulez et venir replacer des subtools les uns par rapport aux autres. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une translation pour étirer le col. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir placer des éléments à certains endroits grâce à ces manipulateurs-là. Ici, pour le col, si je veux continuer, ben, je vais prendre un clip curve et venir clipper ici ce qui dépasse, etc. Donc là, aujourd'hui, bah, c'est plus un tutoriel pas à pas exactement comme le premier projet. Là, je commence à vous montrer des outils dans certaines situations et ce sera à vous de les utiliser et de les combiner dans les situations qui seront propres à votre personnage. Pour le moment, c'est encore des outils simples, mais plus on va avancer, et surtout en Q2, en Q2, ce sera vraiment des exposés. Je vais montrer des outils de manière encore plus abstraite parce que les concepts vont être vraiment fondamentalement différents et vous devrez vraiment adapter les outils à votre propre situation chez vous, etc. D'accord? Donc ici l'objectif c'est vraiment de voir les outils, des nouveaux outils qui vous permettent de faire plus de choses et une fois que vous avez vos base mesh, vous pouvez utiliser les outils que vous avez utilisés pour le potiron pour finir vos modèles. Donc l'objectif ici c'est de pouvoir créer tous les base mesh et au cours prochain on verra comment détailler les base mesh, on fera des plis, on fera le visage, on fera des ceintures. Non, les ceintures je vais faire maintenant, mais on fera les détails des ceintures, on fera les cheveux, etc. On aura encore au moins 2 cours pour faire tout ça dans ZBrush. Avant la remise du high poly. Ça va? Donc le dernier outil que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était comment créer des ceintures et des lanières, etc. Alors pour ça, je vais partir du torse et je vais faire les bretelles. Donc pour ça, je vais prendre un nouvel outil qui s'appelle le Curve Strap Snap. Retenez bien ça. Curve Strap Snap. D'accord? Alors le Curve Strap Snap permet de dessiner une courbe sur le mesh. Et attention, c'est le genre d'outil, comme beaucoup d'outils qu'on utilise maintenant, qui ne fonctionnent que sur des surfaces qui n'ont pas de subdivision. Donc là, je vais faire un delete lower pour supprimer la subdivision qui est la plus basse. De toute façon, c'est encore un base mesh, donc je pourrais adapter ça. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner la courbe sur le modèle. Je peux continuer. À partir du moment où il y a une tirette rouge qui apparaît, je peux continuer la courbe de l'autre côté.
Là, je resnap le bout pour être sûr d'avoir toute la courbe, voilà. Et donc, vous voyez qu'il a créé une lanière. Maintenant, ce n'est pas du tout la lanière que je souhaite, puisqu'elle n'a pas du tout la bonne épaisseur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut retendre la courbe. En fait, la taille de la lanière va dépendre de la taille de votre pinceau. Donc ici, le pinceau bleu me permet de modifier l'emplacement de la courbe. Je peux tirer un petit peu de part et d'autre de la courbe pour la tendre correctement. Ça, c'est avec le pinceau bleu. Et le pinceau rouge, c'est le draw size. Si je reprends un pinceau plus gros et que je clique sur la courbe, vous voyez que la taille de la lanière est modifiée. Donc là, je vais regarder par rapport au concept. Bon, il faut quelque chose de légèrement plus petit. Donc, hop, je diminue la taille, je clique. Donc, il faut que ce soit en rouge, pas en bleu. Voilà. Et une fois que c'est la bonne taille, eh bien, vous cliquez quelque part sur votre modèle et donc vous avez validé le strap. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que automatiquement, il a masqué la partie sur laquelle j'ai dessiné et il a démasqué, donc il n'a pas fait de masque sur la partie que je viens de créer. Eh bien, dans Polygroup, non, pas du tout. C'est dans Split. J'ai un outil qui me permet de splitter les points qui ne sont pas masqués ou qui sont masqués. Et donc là, je vais splitter les points qui ne sont pas masqués. Et donc maintenant, mes lanières sont dans un nouveau subtool. Et encore une fois, attention, puisque vous voyez que je n'ai qu'un seul polygroup, mais que si je zoome un peu, je vois que il n'a pas fait de crise non plus. Donc si je fais des subdivisions, les lanières se ramollissent complètement. Donc c'est pas ça que je veux que la lanière garde une certaine épaisseur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Autogroup, dans Polygroup, et au lieu de faire Autogroup, je vais faire un groupe by normal. Et là, l'angle est à 45 degrés, ce qui fait qu'il reconnaît chaque angle à 45 degrés, et il fait un polygroup en fonction de ça. D'accord? Ce qui fait que je peux aller dans Crease, faire un Crease polygroup, et maintenant je peux subdiviser une fois ou deux avec le crease, donc une fois avec le crease, et puis je fais un uncrease all, et je fais un... Bon, je vais le faire encore une deuxième fois avant le... Je duplique encore une fois, puis je fais un uncrease all, et puis je peux smoother. Et là maintenant j'ai des lanières qui sont smooth, et qui sont bien propres. Avec la subdivision, eh bien, je peux modifier un peu leur emplacement. Et je peux continuer à les sculpter. Donc là, ça va rentrer sous la ceinture. Donc là, c'est un nouvel outil, Curve Strap Snap, qui permet de faire tout ce qui est ceinture, lanière, etc. Bon, là, je fais que le base mesh. On va évidemment détailler tout ça au cours prochain.
Alors une autre chose qui peut marcher, ben, c'est pour faire le curve strap snap de la ceinture. Mais vous voyez qu'ici dans le modèle, moi j'ai mis des lanières partout, donc c'est vraiment cet outil-là qui va m'aider à faire des choses qui sont assez faciles à poser en fait. Une dernière chose que je voulais vous montrer, et puis après bah, ce sera plus que de la sculpture. Donc la dernière chose à laquelle il faut bien veiller, c'est pour les mains. Pour les mains, quand vous... je vais reprendre les paumes. Ça avait bugué la fois passée, donc ici je vais faire un delete hidden. Donc là, je fais un merge down. Donc pour les mains, attention, bien subdiviser les mains. Et quand vous faites votre Dynamesh, il faut absolument avoir une résolution assez grande pour ne pas que les doigts se soudent entre eux ici à la jointure des doigts à la paume. D'accord. Donc vaut mieux avoir un petit peu plus parce que les mains vous n'allez pas vraiment les modifier fondamentalement au niveau de la forme. Donc mettez assez de résolution pour que vous puissiez ne pas avoir de problème au niveau de la jointure des doigts. Et donc là, ben, on peut se permettre des dynamèches qui sont beaucoup plus gros.
Oui, ouais. Salut.
Oui, après, hein. Ouais. Oui, hein.